Est-ce que tu es prête, André? Super, je vois que ton micro il est éteint. C'est correct. Je suis prête, Donc, je suis prête. bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les indicateurs de formation. Donc, merci de vous libérer une petite demi-heure avec nous ce midi. Étant donné que je viens de le dire, on a juste une demi-heure devant nous, on va y aller rapidement pour notre agenda. Donc, tout d'abord, ma collègue et moi allons nous présenter. Par la suite, on va tout de suite enchaîner sur les indicateurs de formation, puis on va conclure par une période de questions. Donc, tout au long de l'activité, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat, mais on va y répondre uniquement à la fin. On va pouvoir également activer les micros à la fin et les caméras si vous souhaitez poser votre question également de vive voix. Tout d'abord, la présentation. Je m'appelle Émy Ruel. Je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant 7 ans. Donc, ce que je fais globalement, c'est que j'aide les entreprises à mettre en place leur projet d'analytique RH au sein de leur organisation. Sinon, ce que je fais, je m'occupe aussi du baromètre RH qui autrefois appartenait à l'ordre des CRHA, mais qui est revenu récemment du côté de Cara. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'André Laforge, comme à l'habitude. Donc, André Laforge, c'est notre vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste. Donc, André, c'est vraiment notre référence en matière d'analytique RH et d'indicateurs de performance. Donc, on est super heureux de l'avoir avec nous encore une fois ce midi. Toutes les deux, on travaille pour Cara. Cara étant vraiment une firme spécialisée en analytique RH de Québec et ce, dans tout type de service. Donc, on offre tant de la formation pour aider votre équipe à comprendre ce qu'est l'analytique RH et comment l'utiliser. On accompagne les organisations à mettre en place leur analytique RH. On offre des services également d'audit, donc de vos données, pour vous assurer comme de quoi les données que vous utilisez sont propres et que vos indicateurs également le sont. Et finalement, on a une solution d'analytique RH qui s'appelle également Cara. Dernière petite étape avant de commencer sur les indicateurs de formation, les activités qui sont à venir. Donc, au courant de la journée, vous allez recevoir un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, vous allez pouvoir indiquer ce que vous avez aimé de notre activité, peut-être les points que vous avez le moins aimés, mais surtout, vous allez pouvoir également nous donner des pistes d'idées aussi pour nos prochains webinaires qu'on va tenir probablement à l'automne prochain. Sinon, la semaine prochaine, vous allez recevoir également l'enregistrement du webinaire de ce midi ainsi que le lien vers la présentation. Donc, inutile de prendre des notes. On va tout vous faire parvenir le contenu. Sinon, notre prochaine activité qui est déjà programmée, ça c'est sûr, nous serons, André, moi et Jean-André, au congrès RH le 3 et 4 octobre prochain. Donc, on vous invite à venir nous voir pour parler d'analytique RH au Salon des solutions RH. Je vous mets ici également le lien vers le formulaire d'inscription. Sinon, voilà, André, je te laisse déjà commencer étant donné qu'on a très peu de temps encore une fois ce midi. Attendez, je vais partager Émy, mon. Ça sera pas long, là, c'est rien que. Hop, voilà. Bon, on commence. Comme Émy le dit, on a juste 30 minutes. Je donne déjà une formation sur les indicateurs de formation qui dure 8 heures. Donc, dites-vous qu'en 30 minutes, je vais aller à l'essentiel. Fait que si on regarde là, dans les indicateurs de formation qui sont les plus utilisés là, dans les organisations, bien, le premier, c'est les heures de formation par employé. Vous allez voir là, tout au long de la présentation, pour chacun des indicateurs, vous allez voir ISO, GE, INT, PME, INT. Là. Ça veut dire que ces indicateurs-là sont dans la norme ISO 3414, là, qui est la norme sur le bilan du capital humain. Cette norme-là définit des indicateurs de performance, dont des indicateurs de formation. Donc, dans ce cas-ci, là, la norme ISO dit que vous devriez, quand vous êtes GE, une grande entreprise ou une PME, mesurer cet indicateur-là à l'interne là, pour votre organisation. C'est un indicateur qui est sélectionné dans la norme ISO. Donc, en gros, les heures de formation, qu'est-ce que ça fait? Attendez, là, c'est juste que j'ai. Bon, j'enlève mes fenêtres. Cet indicateur-là mesure le nombre moyen d'heures durant lequel le personnel de votre organisation participe à des activités de formation. Et on divise ce nombre total-là par le nombre moyen d'employés. Donc, le nombre moyen d'employés, si vous regardez vos heures de formation pendant une année, c'est le nombre d'employés que vous aviez en début de votre période, plus le nombre d'employés à la fin de la période divisé par 2. Donc, ça va vous donner une moyenne d'employés. Et là, je vais laisser la parole à Amy pour qu'elle vous parle, parce que les heures de formation par employé sont des
Est-ce que je partage? Oui, hein? Non, tu as arrêté ton partage. Ah bon, c'est ça que je me disais, là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui allait pas, là. Bon, je Il y a pas de repartage. problème. J'ai une chance que tu es hey, j'ai de la misère avec Ben, mes fenêtres. je suis. Tu suis? Fait qu'Amy, vas-y, parle-nous donc des heures de formation par employé qui sont dans le baromètre, là. Oui, donc le baromètre RH, donc la solution de benchmarking qui vient de revenir à Cara. Au lancement du projet, on avait demandé c'était quoi les indicateurs les plus pertinents, puis cet indicateur-là était ressorti. Donc, comme André elle l'a dit, on utilise la formule qui est vraiment recommandée par la norme ISO 30414. Depuis le lancement du projet en 2017, ce qu'on a vu, c'est que ça reste quand même relativement stable. Toutefois, il y a vraiment un fait qui nous a surpris, c'est de voir le minimum d'heures de formation. Donc, le contexte actuel, dans tout ce qui est, le travail a changé, pour beaucoup de jeunes employés, ben, pour beaucoup d'employés en général, le cheminement de carrière, le développement des compétences est très important. Donc, on a été vraiment surprises de constater comme de quoi beaucoup d'organisations ou quelques-unes du moins, donnent encore aucune formation à leurs employés pour qu'ils puissent développer leurs talents. Donc, voilà, c'est vraiment, la petite conclusion que j'avais, ce midi pour toi, André. Merci, Amy. Merci. Fait que si on regarde maintenant un deuxième indicateur, là, c'est le coût total de formation et cet indicateur-là est encore dans la norme ISO. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment de prendre tous vos coûts de formation et d'en faire l'addition pour votre période analysée. Donc, c'est toutes les dépenses là, qui sont faites en formation, que ce soit à l'intérieur de votre organisation, sur le lieu de travail ou que ce soit à l'extérieur. Les coûts directs de formation, ça comprend, là, entre autres, le matériel, les frais de formateurs, les dépenses pédagogiques. Puis, on exclut les coûts indirects, comme par exemple les coûts associés au temps perdu par la personne parce qu'elle n'est pas à son poste de travail, là. Fait que ça, on regarde surtout les coûts qui sont directs. Aussi, si je regarde, quand on a calculé nos coûts total de formation, on peut ensuite calculer là, l'investissement en formation par employé. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend nos coûts totaux et on divise par notre nombre moyen d'employés. Pour certaines organisations où on a beaucoup de gens qui sont à temps partiel, et là, je dirais, tu sais, si on est dans le commerce de détail, par exemple, ou si on est dans un domaine, là, j'ai dans la tête, là, si on a des séries de dépanneurs là, dans notre organisation, tu sais, commerce de détail, dépanneurs, station-service, bien, on pourrait diviser par le nombre moyen de TP. Et là, ETP, c'est quoi? C'est l'équivalent temps plein. Et souvent, les gens nous demandent, ben, comment on fait pour calculer ça, nos équivalents temps plein? Ben, on le fait sur le nombre d'heures travaillées. Donc là, j'ai fait un petit exemple là, qu'une personne qui est à temps plein dans une organisation, qui travaille 8 heures par jour, 5 jours semaine, 52 semaines par année, bien, on a un 2080 heures. Ça, c'est un équivalent temps plein. Donc, si une personne travaille seulement 2 jours semaine, bien là, ça lui donne 832 heures. On prend le 832, on le divise par le nombre de 2080, bien, ça nous donne 0,4 ETP. Donc, quelqu'un donc, qui est à 2 jours semaine dans votre organisation ne représente pas un équivalent temps plein, représente seulement 0,4 d'un ETP. Et vous pourriez utiliser à ce moment-là l'ETP comme mesure pour diviser là, vos coûts de formation. Donc, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Sinon, un autre indicateur qui est intéressant, c'est le pourcentage d'employés formés. Fait que là, ce qu'on vient faire ici, c'est par rapport au nombre d'employés là, à la fin de la période. Fait qu'on somme tous les employés qui ont été formés. Là, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'un employé suit 2 formations qu'il faut le compter 2 fois. Il faut le compter seulement une fois. Si quelqu'un suit à 1 heure de formation dans votre organisation, bien, il compte dans vos employés formés. Fait que vous faites la somme de tous vos employés formés, puis vous divisez par votre nombre d'employés à la fin de la période. On devrait arriver à 100 si on forme tout le monde. Fait que je vous dirais que l'objectif qu'on devrait avoir, c'est un pourcentage d'employés qui équivaut à 100 mais comme on l'a vu là, dans le benchmark de l'ordre, ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les organisations. Donc,
le pourcentage d'employés formés, mais on pourrait aussi vouloir regarder le pourcentage d'employés formés par catégorie de formation. Là, les catégories de formation, bien, ça pourrait être des formations qui sont obligatoires dans votre organisation. Que ce soit des formations en lien avec la santé et sécurité au travail, de la formation qui est en lien avec l'éthique, de la formation. Donc, vous faites différentes catégories. Puis les catégories qu'on voit le plus, là, je vous dirais, bon, c'est les formations de vente, de communication, les formations TI, les formations sur la diversité qu'on voit de plus en plus. Donc, vous avez vos catégories et là, vous venez mesurer pour chacune des catégories le pourcentage d'employés qui est formé. Fait que ça revient à la même formule de calcul que précédemment. C'est qu'on prend le nombre d'employés formés par catégorie, on le divise par notre nombre d'employés à la fin de la période. Ça c'est un autre indicateur qui est dans la norme ISO, mais qui est davantage là, pour les grandes entreprises. Un autre indicateur qu'on voit, c'est le taux de compétence de la main-d'œuvre et c'est un indicateur qui est dans la norme ISO. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on vient regarder la valeur moyenne des codes de compétences attribués aux employés sur la base de leur évaluation de performance. Donc, on prend les sommes de codes de compétences et on divise par le nombre d'employés qui sont évalués à ce moment-là. Et les méthodes d'évaluation des codes de compétences peuvent être objectives en utilisant un instrument de test, OK, où on vient vraiment regarder, on vient tester les compétences d'une personne. Ça se fait facilement quand on a des compétences techniques, plus difficile quand on a des compétences plus soft. Mais ça peut être aussi subjectif et fait par le gestionnaire de l'employé. Donc là, on a les compétences et on vient cocher si la personne maîtrise ou non la compétence, puis même on pourrait évaluer là, le niveau de compétence de cette personne-là. Donc, ce qu'on vient faire là-dedans, c'est qu'on vient vraiment évaluer les compétences des gens et on prend une cote moyenne là, de compétences. Puis on pourrait le faire, ça. Ce qui est intéressant de le faire, bien, c'est pour des groupes différents d'emplois parce que, bon, pour un groupe d'emplois ciblés, ils peuvent avoir le même type de compétences. C'est certain que quand on regarde ça pour toute l'organisation, ça peut être plus ou moins valable à regarder. On peut le regarder là, par groupe d'emploi pour que ça soit plus parlant. Fait que je vous dirais que ça, c'est les indicateurs qu'on voit le plus souvent. Mais là, je vais vous en montrer une liste d'autres qu'on voit. Comme le coût de formation en pourcentage des dépenses d'exploitation. Donc, ce qu'on vient regarder, c'est qu'on vient regarder notre coût total de formation qu'on a calculé là, précédemment. Là. Puis on regarde le total des dépenses. Puis donc, on est capable de venir voir, bien, nos formations, c'est un pourcentage total de nos dépenses. On vient regarder aussi le nombre de formations qu'on peut offrir, le total des formations qu'on offre dans notre organisation. Fait qu'on a ceux qu'on offre, mais on a ceux qu'on donne aussi. Donc, on peut offrir un carnet de formation, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont tous être données dans notre organisation. Fait qu'on peut avoir le nombre de formations offertes, le nombre de formations données, le nombre de participants par formation donnée. Donc, on est capable comme ça d'évaluer si nos cours, nos formations qu'on offre sont populaires ou non. Le nombre de formations offertes est par type par type de mode de formation. Donc, par exemple, nos formations qu'on donne en ligne, nos formations qu'on donne en mode hybride et les formations qui sont en présentiel. Donc, on pourrait avoir un indicateur qui nous donne le nombre de formations là, pour chacun des modes de formation qu'on a, le pourcentage des formations données, le taux d'achèvement des formations, donc les employés qui ont complété les formations versus ceux qui se sont inscrits. Et finalement, l'investissement en formation en pourcentage de la masse salariale, là, ça, c'est un indicateur qui est calculé là, pour toutes les organisations qui sont assujetties là, à la loi, là, sur le pourcentage de formation. Donc, je vous dirais que ça, c'est les indicateurs qu'on voit le plus souvent. Il y en existe plein d'autres, mais bon, on va s'arrêter là pour, moi, ce que j'appelle les indicateurs qui sont davantage des indicateurs d'efficience.
Maintenant, si on veut regarder plus des indicateurs qui vont être plus des indicateurs d'efficacité, c'est là que je vais vous présenter rapidement le modèle Kirkpatrick. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle-là, mais c'est un modèle qui permet à différents niveaux d'évaluer l'efficacité d'une formation. Donc, au premier niveau, ce qu'on vient évaluer, c'est les réactions des employés, leur satisfaction, si on veut, de la formation. Et ça, on fait ça habituellement par sondage. Et là, on pose des questions par un sondage où on vient mesurer si les apprenants sont satisfaits de la formation, s'ils ont pris du plaisir à suivre la formation, s'ils ont vu un intérêt à cette formation-là, et s'ils pensent pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris dans leur travail de tous les jours. Donc, ça, c'est mesuré assez, vous voyez souvent là, dans les formations, on a un petit sondage à la fin, puis on vient mesurer vraiment la réaction puis la satisfaction. Dans le modèle de Kirkpatrick, c'est vraiment le premier niveau. Et pourquoi c'est le premier niveau? C'est qu'on se dit, si on veut qu'un employé mette en application, apprenne quelque chose et le mette en application dans son travail, bien, il faut au moins qu'il soit satisfait de la formation qu'il a suivie. S'il n'est pas satisfait, bien, il y a moins de chances qu'il puisse le mettre en application. Donc, niveau 1, les réactions. Le niveau 2 du modèle de Kirkpatrick, c'est qu'on vient mesurer les apprentissages de l'employé. Donc, à ce moment-là, habituellement, on vient mesurer s'il a appris quelque chose. On le fait habituellement par un test sur la formation qu'il a suivie, soit qu'on vient mesurer sa compréhension de la formation ou on va aller un petit peu plus loin que ça aussi. Ça peut être fait directement après la formation ou ça peut être fait aussi un peu plus loin là, après la formation pour s'assurer que les apprentissages, il les a retenus. Le troisième niveau, c'est les comportements et les transferts. Donc, on vient mesurer si la personne met en application ce qu'elle a appris. Et ça, ben, la façon dont on le fait, ça peut être une auto-évaluation de l'employé, ça peut être le gestionnaire qui évalue s'il y a eu des changements de comportement ou s'il met vraiment en application ce qu'il a appris dans sa formation. Donc, les 3 premiers niveaux, on les voit habituellement, c'est assez mesuré dans les organisations. Finalement, le dernier niveau, c'est les résultats organisationnels. Donc, on vient voir c'est quoi l'impact que la formation a eu sur les résultats de l'organisation. Et ça, c'est plus difficile à mesurer. OK? Mais ce modèle-là de Kirkpatrick, là, qui est en application depuis, je pense que le modèle il a été publié en 1959, si je me souviens bien, et il est encore utilisé là, dans certaines organisations. Il y en existe d'autres modèles, mais le plus connu, je pense, c'est le Kirkpatrick. Puis, il repose vraiment sur une causalité positive, c'est-à-dire que chaque niveau est important et a un impact sur le suivant. Si je suis très satisfaite d'une formation au niveau 1, comme je le disais, je suis censée apprendre davantage. Au niveau 2. Ou encore, si j'ai appris fortement au niveau 2, ben, je vais utiliser davantage mes acquis au niveau 3. Fait que vous voyez, il y a comme une causalité positive qui se fait à chacun des niveaux. Puis bien sûr, si on met en application les formations, ben, ça devrait avoir un impact positif sur les résultats de l'organisation. Fait qu'en gros, ça, ce modèle-là, quand vous le mettez en place, bien, il y a des indicateurs qu'on peut sortir de ce niveau-là. Donc, le premier indicateur, c'est le taux de satisfaction des formations. Ce qu'on veut dire là, c'est vraiment la somme des employés qui sont satisfaits de la formation sur le nombre d'employés qui ont répondu au sondage. OK? Fait qu'on est capable de sortir un pourcentage qu'on pourrait faire par formation, par type de formation, mais pour toutes les formations aussi. L'utilité perçue de la formation. Là, on vient vraiment poser une question spécifique dans notre sondage. On vient demander à l'employé, tu n'es pas juste satisfait, penses-tu que cette formation-là est utile dans ton travail? Donc, c'est vraiment l'utilité perçue. Ça pourrait être un indicateur qui pourrait être intéressant. Le taux de réussite des formations, là, on est plus au niveau 2, là. Donc, c'est vraiment ceux qui ont passé l'examen final de la formation, les tests, etc. Le taux de mise en application, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est la somme des employés qui ont mis en application leur formation divisée par la somme des employés formés. Ça peut être fait par auto
évaluation ou par le gestionnaire. Aussi, il y a des indicateurs qu'on voit comme le pourcentage des employés qui ont un plan individuel de développement. Donc, ça, on pourrait regarder là, dans tous nos employés, combien on en a qui ont des plans individuels de développement. Puis, le pourcentage d'achèvement des plans individuels de développement aussi pourrait être un autre indicateur. Fait que là, je pense qu'on passe notre temps. Hein? On a dépassé. On a-tu dépassé, Amy, ou on est correct? On est correct, OK. On est Parce encore que correct? j'ai pas l'heure, là. Fait que dans votre tableau de bord de formation, ce qui est important de mesurer, c'est les deux types d'indicateurs. Donc, ceux qu'on surveille, là, les indicateurs d'efficience, le nombre d'heures de formation, les montants investis, le pourcentage d'employés formés. Fait que ça, c'est vraiment les signes vitaux, moi, que j'appelle, là, s'assurer qu'on en donne de la formation. Et les autres types d'indicateurs qu'on pourrait avoir, bien, ceux qu'on peut gérer pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Donc là, c'est vraiment la satisfaction, la mise en application, si les employés ont vraiment appris. Puis, ultimement, est-ce que nos formations ont eu un impact sur des résultats organisationnels? Par exemple, pour une formation en vente, par exemple, si on donne une nouvelle formation en vente pour nos représentants des ventes, bien, on peut mesurer ça par est-ce qu'on a eu une augmentation de nos ventes? Ça, le lien est plus facile à faire. Quand on donne des formations de santé-sécurité au travail, quand on met en place un programme de formation santé-sécurité au travail, bien, le but de ça, c'est de baisser notre nombre d'accidents ou de baisser le taux de gravité de nos accidents. Donc, vous voyez, on essaye de faire des liens sur la performance organisationnelle. Par exemple aussi, je donne un autre exemple, si on donne des formations en développement du leadership à nos leaders pour s'assurer qu'ils soient des bons gestionnaires, des bons leaders, bien peut-être qu'on veut regarder l'indice de mobilisation. Peut-être que ça va avoir un impact sur notre indice de mobilisation. Donc, c'est tout le temps d'essayer de trouver notre formation, quel impact ça peut avoir sur notre organisation, puis de trouver un indicateur qui pourrait nous aider à mesurer si nos formations ont un impact organisationnel. Fait que voilà, c'est tout, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire. Hey, hein, il me semble que j'ai fait ça vite, Amy. Ouais, c'est la première fois là, qu'on finit même un peu d'avance pour pouvoir répondre aux Yes, questions. yes. Juste avant qu'on réponde aux questions, juste pour vous dire, avant que certains quittent, aujourd'hui, vous allez recevoir le lien vers le sondage de satisfaction. Donc, encore une fois, on vous invite à y répondre en grand nombre parce que ça nous aide à orienter nos prochains webinaires, notamment. La semaine prochaine, mon collègue Gauthier va vous faire parvenir le présent webinaire, donc qui a été enregistré. Donc, on va vous faire parvenir l'enregistrement ainsi que la présentation. Et finalement, on vous invite également à participer en grand nombre, à venir nous voir au congrès RH qui va avoir lieu les 3 et 4 octobre prochains à Québec. Donc, on va rentrer maintenant dans la période de questions. On en a eu une dans le chat au courant de la présentation. Puis ça dit, dans le nombre d'heures de formation par employé, est-ce qu'il est bon d'y inclure les heures passées en formation pour les nouveaux employés? Bien, c'est certain. C'est certain que quand puis là, c'est là quand on a quand on a un outil d'analytique, ça nous aide, là. Mais quand on regarde nos heures de formation par employé, il faut le regarder ensuite par ancienneté. Donc, nos nouveaux employés, combien d'heures de formation, nos, nos employés de 3 ans, 4 ans. Fait que, tu sais, vous pouvez regarder vos heures de formation par tranche d'ancienneté. Vous pouvez aussi les regarder par groupe d'emploi, par département. Vous pouvez les regarder aussi par tranche d'âge. Ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'il y a tout le temps une corrélation entre l'âge et l'ancienneté, là, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Fait que vos heures de formation par employé, oui, vous pouvez les regarder là, par différentes visions. Là, c'est super intéressant, ça. C'est la seule question qu'on avait. Moi, je vais t'en poser une. Oh Tantôt, non, on a non, parlé non. par mode de formation. Oui, oui, on Oui, a parlé oui. par mode de formation. Est-ce que c'est justement ces indicateurs-là qu'on a vus, comme, admettons, les heures de formation par employé, ça serait des indicateurs quand même intéressants à segmenter aussi par mode de formation? Ben oui, exactement. Exactement. Tu sais, je suis pas mal sûre que là, depuis la pandémie, ça a changé, là, les modes de formation. Le mode virtuel a probablement pris beaucoup plus d'ampleur, mais il semblerait qu'on voit un balancier. Là. Je ne suis pas une spécialiste de la formation, puis il y en a peut-être qui sont plus spécialisés que moi là, dans l'auditoire, mais on voit un retour de balancier. Là. L'hybride commence à prendre plus de place que le virtuel, le 100% virtuel. Les gens aiment ça être en présentiel
présentiel aussi. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de formations qui vont être 100% présentielles? Moi, j'ai un doute, mais l'hybride, je pense, là, commence à prendre beaucoup plus de place là, depuis la fin de la pandémie. Là. Les gens veulent un retour de balancier. Fait que oui, Amy, on peut le regarder aussi par mode de formation, nos heures de formation, nos coûts de formation aussi par mode de formation. C'est intéressant à regarder. Parfait. C'était la seule question, les seules questions qu'on avait, incluant la mienne. Donc, encore une fois, je vous remercie tout le monde d'avoir pris, une petite demi-heure avec nous ce midi pour venir parler d'indicateurs de performance. Donc, ça va être un plaisir, de lire vos commentaires à la suite du sondage, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de vous voir bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.